Alors, les phénomènes de chimiorésistance sont des mécanismes biologiques universels qui sont décrits dans tout le règne vivant, depuis les virus jusqu'aux mammifères. Mais la résistance aux antiparasitaires est particulièrement préoccupante parce qu'elle limite les moyens de lutte contre les parasites. En effet, il faut savoir qu'actuellement, nous disposons de peu de familles chimiques qui permettent d'éliminer les parasites et que le développement de nouvelles molécules, la découverte et le développement de nouvelles molécules coûtent très très cher. Et donc, les possibilités d'extension de la pharmacopée vétérinaire en matière d'antiparasitaires sont à l'heure actuelle très limitées. Qu'est-ce que la chimiorésistance? Eh bien, l'OMS en donne une définition dès 1957. Une population parasitaire est dite résistante dès lors qu'elle a acquis la capacité génétique de résister à des concentrations d'antiparasitaires habituellement létales pour des individus de la même espèce. Alors, ce phénomène de chimiorésistance a été décrit à l'heure actuelle dans 4 grands groupes de parasites. Tout d'abord, donc des catégories majeures. Tout d'abord, des insectes arthropodes, des mouches, qui peuvent être des mouches piqueuses ou lécheuses. D'autres arthropodes parasites comme des tiques ou les acariens responsables des gales. Chez des vers, donc des helminths qui peuvent être des vers ronds, comme on voit ici, ou des vers plats. Et dernière catégorie de parasites, les protozoaires, comme par exemple chez les coccidies ou l'agent du paludisme. Alors, la chimiorésistance, c'est un mécanisme biologique d'ordre génétique. Un parasite devient résistant parce qu'une ou plusieurs mutations sont survenues sur la molécule d'ADN, de sorte que ce caractère est héritable. Et l'ensemble, selon les lois de Mendel, et ce parasite devenu résistant va transmettre cette résistance à l'ensemble de sa descendance. D'autre part, au début, avant que les traitements soient en place, les parasites résistants sont peu nombreux dans la population. On estime cette fréquence chez les insectes à 1 individu sur 1 million. Donc ces individus mutants et résistants préexistent dans la population. Et au fur et à mesure, leur nombre va augmenter lorsque les populations parasitaires subissent des traitements. Et donc ces traitements constituent des sélections de ces parasites selon les lois de Darwin. Donc ça, c'est Darwin ici. Voilà. Parce qu'en fait, les parasites qui possèdent ces mutations, leur génome leur confère une supériorité. Et dès lors que les traitements sont réalisés, les parasites qui sont résistants vont survivre au traitement, alors que les parasites sensibles vont être progressivement éliminés à la suite des traitements. Et de sorte que, in fine, à terme, les parasites résistants vont être proportionnellement beaucoup plus nombreux dans la population globale que les parasites sensibles. On décrit plusieurs types de résistances. Des résistances simples, lorsque les parasites en fait, sont résistants à une seule molécule. Des résistances de famille, lorsque la résistance s'adresse à tout un ensemble de molécules qui appartiennent à la même famille chimique et ont le même mode d'action. Et enfin, des résistances multiples, lorsque les parasites sont résistants à des molécules qui sont chimiquement différentes et qui ont des modes d'action différents. Et enfin, les facteurs d'apparition, d'installation et de diffusion de la résistance sont bien connus. Ils sont en général liés aux modalités de traitement et aux pratiques d'élevage. Et on va en reparler un petit peu plus loin pour en citer certains de ces facteurs d'apparition. Alors maintenant, nous allons passer à ce qui vous intéresse certainement plus, les parasites du tractus digestif du cheval. Quelle est la situation mondiale actuellement? Eh bien, on peut distinguer parmi les nématodes parasites digestifs du cheval 3 grands groupes qui sont plus pathogènes, qui sont les grands strongles, les petits strongles ou cyatostomes et les ascaris. Sur ces 3 groupes, il y en a 2 qui sont actuellement connus pour avoir développé des résistances. Quelles molécules? Eh bien, 3 familles thérapeutiques sont principalement utilisées chez le cheval pour éliminer les parasites digestifs. Eh bien, ces 3 familles thérapeutiques sont concernées par les phénomènes de résistance. Alors, dans ce tableau sont résumés, c'est un premier tableau qui donne certaines indications sur les phénomènes de résistance dans les 3 catégories de nématodes dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez dans la partie gauche du tableau
les noms des molécules qui correspondent aux 3 familles chimiques principales, donc les benzimidazoles, le pyrantel qui est le représentant de la famille des tétrahydropyrimidines, et puis l'ivermectine et la moxidectine qui sont les représentantes des lactones macrocycliques. Dans la colonne un peu plus à droite, vous avez des noms commerciaux qui vous permettent de vous fixer les idées, puisque je pense que vous connaissez plutôt les noms de préparation commerciale plutôt que les noms chimiques. Et puis, donc, les colonnes suivantes concernent les 3 groupes de nématodes dont je vous parlais. Alors, en ce qui concerne les grands strongles, vous voyez que ces grands strongles, à l'heure actuelle, n'ont développé aucun phénomène de résistance contre aucune des 3 familles chimiques principales. Alors, les grands strongles, à l'heure actuelle, sont constitués de 3 espèces, dont Strongyus vulgaris, qui, il y a 30 ans, était considéré comme le parasite le plus pathogène pour le cheval, puisqu'il est aux États-Unis, on l'appelait le horse killer, donc le tueur de chevaux. Et donc, ces parasites, du fait qu'ils n'ont pas développé de résistance, ne posent à l'heure actuelle aucun problème pour leur traitement et leur élimination. Alors, par contre, si on regarde les petits strongles, on constate que là, la situation est beaucoup plus défavorable. Et ces parasites, on peut dire, ont appliqué les lois de Darwin et ils sont devenus résistants à toutes les familles chimiques qu'ils ont pu rencontrer, avec des répartitions géographiques qui sont un petit peu différentes selon les familles. Donc ici, vous avez la répartition géographique de la résistance au benzimidazole. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que partout cette résistance a été recherchée, elle a été trouvée. Donc ça correspond bien sûr à des grandes zones d'élevage aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, surtout le Brésil, Afrique du Sud, et puis bon, bien sûr l'Europe au sens large, avec également l'Ukraine et Australie, Nouvelle-Zélande. Alors cette résistance est très répandue parce que les benzimidazoles sont l'un des premiers anthelmintiques modernes à avoir été mis sur le marché dans les années 60-65 et ce qui vous explique que les résistances ont eu le temps de se développer, puisque je ne sais pas si vous avez bien, je me suis bien expliqué tout à l'heure, mais la résistance est un phénomène inévitable. Il ne s'agit pas d'empêcher la résistance, on peut ralentir. On peut ralentir l'apparition de la résistance, mais on ne peut pas empêcher la résistance. Dès lors qu'on traite des animaux, il y aura forcément apparition de résistance dans des délais plus ou moins longs. L'image suivante, ça concerne la résistance toujours des cytostomes petits strongs, mais au pyrantel, c'est-à-dire aux strongyles, pour illustrer ce que c'est. Cette résistance est apparue principalement aux USA et en premier lieu parce qu'aux USA, il y avait une préparation commerciale à base de pyrantel qui était administrée à dose quotidienne. C'était une pratique qui évitait les réinfestations des chevaux, notamment des jeunes chevaux. Et évidemment, en administrant de façon quotidienne le vermifuge, on a accéléré l'apparition de résistance donc aux États-Unis. Cette résistance aux strongyles, donc pyrantel, elle a été également décrite au Royaume-Uni, dans les pays d'Europe du Nord, Danemark, Norvège, Pays-Bas, en Allemagne et également en Italie, et puis en France, elle est suspectée. Salut. La chimiorésistance des cytostomes à l'ivermectine. Donc vous voyez ici sur cette carte, les zones en rouge sont les zones où cette résistance est présente, donc toujours les États-Unis, le Brésil, et en Europe, elle est également décrite toujours dans les mêmes pays, Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne et Italie. Alors cette résistance-là est encore plus embêtante, encore plus préoccupante que les précédentes, puisque les lactones macrocycliques, donc l'ivermectine et la moxidectine, sont des molécules particulièrement intéressantes parce qu'elles sont à la fois larvicides, elles détruisent les larves de nématodes, de vers-ronds, et elles ont également un pouvoir insecticide. Donc du fait de ce large spectre, elles sont très utilisées et elles ont un rôle majeur dans les programmes de vermifugation. Et vous voyez donc que cette extension des phénomènes de résistance des petits strongles à l'ivermectine est donc un élément particulièrement préoccupant. Alors, nous en avons terminé pour les petits strongles au niveau mondial. On va revenir au tableau pour évoquer la situation des ascaris. Donc vous savez que l'ascaris est un parasite du poulain qui est très pathogène. On aura l'occasion de voir des images un peu plus loin. Donc en ce qui concerne les différentes familles d'anthelmintiques, les ascaris sont encore sensibles au benzimidazole. Des résistances émergent aux États-Unis avec le pyrantel, probablement à cause de cette utilisation à dose quotidienne que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, maintenant, des résistances sont bien connues à l'ivermectine et à la moxidectine,
dans pas mal de pays. Donc voici les répartitions géographiques. Des résistances à l'amoxidectine, donc c'est les Quest, hein, au Canada, des résistances à l'ivermectine aux USA, au Brésil, et en Europe, on a des résistances à l'ivermectine qui sont maintenant bien documentées, avec, comme je vous le disais, vraiment une situation très préoccupante, puisque c'est des molécules qui sont très utilisées chez les poulains. Alors, on va revenir au niveau bas normand, et je vais vous dire un petit mot de ce que nous faisons et comment nous suivons les populations parasitaires en Basse-Normandie. Donc, le laboratoire dont je m'occupe réalise des autopsies en grand nombre depuis 1986, donc c'est pour ça que je parle d'un observatoire nécropsique. Nous effectuons à peu près 300 autopsies par an. Nous avons d'autres activités de recherche, mais nous continuons à réaliser ces autopsies. Et grâce à ce cumul d'autopsies, nous pouvons donc obtenir des informations sur l'évolution des populations parasitaires. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Tout d'abord, l'autopsie est une méthode particulièrement fiable pour déterminer le statut parasitaire des chevaux, puisque lorsqu'on a, je m'excuse d'avoir des images un peu crues, mais lorsqu'on a les viscères sous les yeux, on peut tout à fait à la fois compter tous les parasites présents, les identifier, hein, donc on a une très bonne idée du statut parasitaire du cheval, et puis en plus on peut avoir évaluer le statut parasitaire par rapport à des formes parasitaires ou des espèces qui ne sont pas détectables du vivant du cheval par coproscopie. Hein, donc tous les stades larvaires, ici vous avez des larves de gastérophiles, ici des larves de Strongylus vulgaris dans une artère mésentérique crâniale, ici des larves de cyatostome enquistées dans la paroi du gros intestin, et puis donc ces stades larvaires ne vont pas pondre, bien sûr, donc vous n'aurez pas de résultats coproscopiques positifs sur votre cheval, alors qu'il sera fortement infesté peut-être. Hein. Et la dernière image, ça correspond à l'anoplocéphale, qu'on appelle communément ténia, et pour ces espèces également, la coproscopie n'est pas une méthode fiable de diagnostic. Alors tout ça pour vous dire que, bon, on ne va pas tuer des chevaux pour, bien sûr, faire du diagnostic parasitaire, mais on peut se servir des cadavres qui sont morts spontanément pour avoir une idée de leur statut parasitaire. Alors l'autre point, c'est qu'en fait, cet observatoire nécropsique concerne des chevaux qui sont tous issus de Basse-Normandie et qui, pour la grande majorité, viennent des mêmes haras et des mêmes élevages, de sorte qu'en fait, dans le temps, hein, puisque ça a commencé en 1986, sur 25 ans, on a suivi la même population équine. Ce qui nous a permis, et ce qui nous permet de définir chaque année, et pour chaque parasite, la fréquence d'infestation, le taux de mortalité lié à ce parasite, et aussi la charge parasitaire moyenne. Et donc, ça nous permet de connaître l'évolution des populations parasitaires au cours du temps, puisqu'on a affaire également aux mêmes chevaux, enfin globalement aux mêmes élevages. Alors l'intérêt toujours de cet observatoire nécropsique, c'est qu'à l'aide de ces données, donc vous avez ici un ordre d'idée, donc 3541 chevaux de plus d'un mois sont actuellement, on fait l'objet d'autopsie depuis 1986, et nous disposons d'informations pour ce total de chevaux. Donc nous pouvons mettre en évidence des signaux d'alerte grâce à ces paramètres que nous mesurons chaque année. Ces phénomènes d'alerte peuvent être soit des phénomènes globaux, c'est-à-dire on peut constater une augmentation de la fréquence d'infestation par un parasite ou une augmentation de la charge parasitaire moyenne. Donc, une année, on va observer que les chevaux, au lieu d'avoir en moyenne 50 gastérophiles, par exemple, ils en ont 150, bon, c'est un exemple, ou une augmentation du taux de mortalité lié à ces parasites. On peut aussi observer des phénomènes anormaux dans un élevage qui est par exemple bien connu pour ses pratiques de vermifugation correctes, et dans cet élevage, on va observer des infestations parasitaires trop importantes ou des mortalités qui n'auraient pas dû avoir lieu. Et ces éléments vont nous amener à mettre en place des enquêtes de terrain dans les élevages pour rechercher la résistance. Alors voilà maintenant je vais vous donner quelques éléments de ce que nous avons pu observer toujours donc sur la Basse-Normandie. Alors, pour ce premier histogramme, on s'intéresse à un groupe d'espèces, donc les cyatostomes aux petits strongles, et à Strongylus vulgaris, qui est le représentant des grands strongles. Et pour illustrer le propos, la période d'autopsie a été divisée en deux sous-périodes, une première décennie ici et une deuxième décennie. Et vous voyez donc en bleu les mortalités associées aux cyatostomes, et en rouge celles qui sont associées à Strongylus vulgaris. Alors on voit assez bien que dans la première décennie, c'est Strongylus vulgaris qui cause plus de mortalité, donc jusqu'à 2% des chevaux. Et dans la deuxième décennie,
les mortalités associées au cytostome augmentent légèrement. Et par contre, les mortalités associées à Strongyus vulgaris sont en régression extrêmement nette. Sur l'histogramme suivant, vous avez toujours les mêmes sous-périodes, hein, donc les 10 premières années. Il faut lire d'abord cette partie-là. Pour chaque groupe de parasites, on a là, en revanche, séparé les mortalités en 3 cases d'âge pour essayer de voir quelles étaient les catégories d'animaux qui étaient préférentiellement, disons, atteintes par ces mortalités. Donc, comme on peut le voir, au cours de la première décennie, on a un taux de mortalité qui est voisin de 3% pour les chevaux qui sont âgés de 6 mois à 2 ans, et on a une mortalité environ 1,2% pour les plus de 2 ans, avec les cytostomes. Pour Strongyus vulgaris, donc, des mortalités chez les 6 mois 2 ans qui sont à peu près équivalentes, autour de 3%, et on voit que la deuxième population atteinte, ce sont les poulains de 1 à 6 mois. Au cours de la deuxième décennie, donc là, les choses évoluent de manière extrêmement différente selon le groupe parasitaire, puisque pour les cytostomes, on voit une augmentation extrêmement nette des mortalités chez les 6 mois 2 ans, un effondrement pour Strongyus vulgaris dans la même catégorie d'âge, et donc c'est une manière un peu plus détaillée de vous présenter les résultats de la diapositive précédente. Hein. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que les mortalités chez les poulains de 1 à 6 mois dus à Strongyus vulgaris ont également extrêmement régressé, puisqu'on est à 0 pratiquement. Alors, donc, suite à ces constats, il y avait forcément, hein, c'est pour ça que j'ai présenté ces histogrammes, des suspicions d'apparition de résistance chez les cytostomes, puisqu'on voit bien que les taux de mortalité étaient en augmentation. Donc, des enquêtes de terrain ont eu lieu. Pour ce qui est de la résistance au benzimidazole, une enquête a été réalisée dès 1996 dans 16 élevages et 194 chevaux. Et cette enquête a montré que plus de 60% des élevages testés hébergeaient des cytostomes résistants au benzimidazole. Donc c'est assez ancien. On peut penser que maintenant, le chiffre, si on refaisait une enquête, serait plutôt de l'ordre de 80%. Hein. Donc une résistance qui est ancienne en Basse-Normandie. La résistance des cytostomes au pyrantèle, elle a été étudiée récemment par le docteur Picandé de la clinique vétérinaire d'Olivet, qui a présenté ses résultats au cours du congrès AVEF en 2010. Et effectivement, il y a dans certains élevages du Calvados, si je me rappelle bien, des cytostomes résistants au pyrantèle. En ce qui concerne la résistance des cytostomes à l'ivermectine, on a encore un peu de chance, puisque là on est encore dans le non. Pas d'identification à l'heure actuelle en Basse-Normandie. Dans notre laboratoire, nous avons fait des suivis coproscopiques de cheptel équin tout venant de 2002 à 2005 et nous n'en avons pas identifié. Et également, lors de son enquête de terrain en 2010, le docteur Picandé n'en a pas identifié non plus. Donc, à l'heure actuelle, pas de suspicion de résistance à l'ivermectine chez les cytostomes en Basse-Normandie. Maintenant, les ascaris. Alors, les ascaris, 2 types de signaux d'alerte, des signaux globaux, hein, comme je l'avais expliqué tout à l'heure. Quand on regarde la prévalence des ascaris chez les chevaux âgés de 1 à 4 mois, hein, puis on s'est limité à des jeunes chevaux, puisque c'est un parasite qui affecte principalement les jeunes chevaux. Par la suite, une immunité s'installe et chez les chevaux adultes, ce parasite n'est que très rarement retrouvé. Donc ici, la période d'autopsie a été divisée en 3 sous-périodes, avec donc au cours de cette première période 1987-1995 un taux de mortalité, enfin une prévalence d'environ 10%. On peut constater qu'au cours de la deuxième période 96-2001, cette prévalence chute autour de 6% et remonte ensuite à partir de 2001 pour atteindre environ 9%. Ce schéma, donc les résultats sont significatifs, les différences sont significatives. Ce qu'on pourrait interpréter à partir de ces résultats, ce qu'on pourrait dire, c'est que d'une part, l'ivermectine a été mise sur le marché autour des années 90 avec une utilisation qui s'est intensifiée bien en 95, 96 et 2001. Donc ici, cette régression peut être justifiée par la mise sur le marché de l'ivermectine. Et ensuite, donc, on peut peut-être suspecter qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a éventuellement une résistance qui s'est développée pour expliquer la remontée des infestations. Sur l'histogramme de gauche, donc là, on a affaire à la mortalité, toujours chez les chevaux de 1 à 24 mois. Les mêmes 3 sous-périodes ont été utilisées.
On constate une stabilité de la mortalité liée aux ascaris au cours des 2 premières sous-périodes, avec une augmentation par contre extrêmement forte de la mortalité au cours de la dernière sous-période, puisqu'on a jusqu'à 1,6% de mortalité. Alors ça, ce sont les premiers indicateurs. Le deuxième indicateur était concerné des observations, plusieurs observations à l'autopsie, d'infestations massives ou de mortalité chez des poulains qui avaient entre 6 et 12 mois, dans des élevages où les vermifugations étaient faites de manière très correcte. Et c'était ça un petit peu ce qui nous a alerté particulièrement. On n'aurait jamais dû avoir de mortalité dans ces élevages dus aux ascaris, vous voyez, avec des populations ascaridiennes extrêmement nombreuses. Alors, un dernier élément de suspicion, c'est ce. Donc, je vais le figer d'abord, parce que. Je le fiche pour vous expliquer d'abord ce que c'est. Donc, en fait, c'est un poulain trotteur français de 8 mois qui avait été vermifugé 15 jours avant avec de l'ivermectine. Donc, voilà, donc je pense que vous savez à peu près de quelle molécule il s'agit. À l'autopsie, donc le poulain, il a une rupture de l'intestin grêle, puisque vous voyez, les vers sont libres dans la cavité abdominale. Je vais prendre donc, vous voyez, donc ici, ça c'est l'estomac, dessous il y a l'intestin grêle, il y a une rupture d'intestin avec les vers qui sont libres. Et lorsqu'on autopsie le poulain, vous allez voir, les vers sont vivants. Ça veut dire, compte tenu de leur taille, qu'au moment du traitement, donc 15 jours avant, ils étaient déjà présents dans l'intestin et ils auraient dû être éliminés, bien sûr. Puisque là, ce sont des vers qui font 15-20 cm de long, donc 15 jours avant, ils étaient déjà présents dans l'intestin grêle. Donc je vais vous remettre une petite photo, parce que c'est la preuve par l'image, je dirais. Donc pour l'instant, on ne les voit pas, ça va venir, vous allez voir. Ils remuent, voilà. Là, on les voit bien. Voilà. Donc on voit bien qu'ils sont vivants. Alors ces ascaris, donc on a suite à cette observation, on a obtenu le consentement du vétérinaire et de l'éleveur pour aller faire une enquête dans cet élevage. Donc on a réalisé un test de réduction du nombre d'œufs. C'est un test classique pour détecter la résistance sur des animaux, sur des chevaux. Donc ce test a concerné 11 poulains trotteurs français âgés de 8 à 10 mois. Pour être sûr de ne pas sous-doser le vermifuge, les poulains ont été transportés à la clinique, ont été pesés, ce qui permettait d'ajuster très bien la dose, parce que si on sous-dose, forcément, on pourra avoir une fausse suspicion de résistance, c'était justement ce qu'on voulait éviter. Et puis ensuite, on les a traités avec de l'ivermectine à la dose de 0,2 mg par kilo, ce qui est la dose thérapeutique normale. À la suite de ce test, donc, on a pu observer que la réduction du nombre d'œufs sur le lot de poulains traités n'était que de 77,4%, ce qui signifie qu'il y a résistance, puisque pour qu'on puisse affirmer que le traitement est efficace, il faut avoir une réduction du nombre d'œufs d'au moins 90%, donc là on était loin, et on a complété ce chiffre en calculant un intervalle de confiance de ce pourcentage, qui nous a permis de confirmer donc, la résistance dans cet élevage. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, bien sûr, là, on a une forte suspicion dans cet élevage en particulier, mais il est fort probable que d'autres élevages hébergent des ascaris résistants, et toutes ces images, c'est pour un petit peu vous attirer votre attention, parce que dès lors qu'un vermifuge n'est plus efficace, notamment vis-à-vis des ascaris, on a un risque d'accumulation de ces parasites chez les poulains et que ces poulains puissent en mourir, bien sûr. Parce que ce sont des parasites très pathogènes. Je ne sais pas si je pense que vous l'avez vu sur les images. Le ver adulte est très long, ça fait à peu près 20 cm de long, 25 cm de long. Ce sont des parasites qui ont une propension à former des amas dans l'intestin. Donc on peut avoir des ruptures de l'intestin grêle sur les poulains par accumulation de ces vers. Et accumulation, bien sûr, parce qu'on peut répéter des vermifugations. Si le traitement n'est pas efficace, les vers perdurent et s'accumulent. Donc voilà, donc je pense que c'est important de savoir que maintenant, en Basse-Normandie, on a ce genre de résistance chez les ascaris. Alors j'ai quand même fait une petite diapositive, parce que ce n'était pas le but de ma présentation, mais comment peut-on ralentir l'apparition de résistance? Alors je dirais que la première chose, c'est qu'on a affaire à des phénomènes très complexes. Et le mieux, c'est quand même d'avoir un conseil vétérinaire pour essayer de se sortir de ces situations. La première, c'est qu'il faut éviter le sous-dosage des vermifuges. Ça, c'est vraiment fondamental pour des raisons économiques, pour des raisons de résistance. Pour des raisons économiques, c'est évident. Si vous sous-dosez,
non seulement vous aurez dépensé le prix du vermifuge pour rien, deuxièmement, vos chevaux ne seront pas débarrassés de leurs parasites, et troisièmement, vous risquez de favoriser l'apparition de résistance dans votre élevage. Alors, pour éviter de sous-doser, il faut avoir une estimation d'abord du poids du cheval qui soit la plus adaptée, la plus précise possible. Et puis lorsque le cheval crache, vous voyez, enfin, je pense que vous avez perçu que la quantité d'antelmintique contenue dans une seringue de pâte orale est extrêmement faible, hein, ça tient dans une petite cuillère. Si le cheval en perd ne serait-ce qu'une petite partie, il y a peut-être jusqu'à 30% de la dose qui est perdue. Donc 30% de la dose, c'est énorme, le cheval n'est pas vermifugé. Hein, donc voilà, c'est peut-être pas facile à réaliser en pratique, mais il faut absolument éviter le sous-dosage. Le deuxième point, c'est éviter l'utilisation répétée de la même famille d'antelmintique. Bien sûr, parce que chaque fois que vous administrez la même famille d'antelmintique, vous sélectionnez les parasites vis-à-vis de ces produits-là. Et c'est pour ça que le conseil vétérinaire est utile, parce que je pense que c'est difficile de savoir a priori, quand on achète une molécule, enfin un vermifuge dans le commerce, de savoir s'il appartient à la même famille chimique que le précédent, s'il a le même mode d'action que celui que vous avez administré juste avant. Il faut éviter de traiter trop souvent. Mais ça se réfléchit, parce que vous pourriez dire, ben, je vais éviter l'apparition de résistance en ne vermifugeant plus. Effectivement, c'est certain, de ce point de vue-là, ça marchera. Mais vous avez aussi le problème de la mortalité de vos chevaux, ou du manque de performance, ou du retard de croissance de vos chevaux. Donc il faut vraiment prendre en compte tous les paramètres, il faut faire les choses en les réfléchissant. Et donc je vais y venir. Et le dernier point, c'est de préserver des chevaux refuges, c'est-à-dire des chevaux qui vont, parce qu'ils seront moins souvent traités que les autres, vont continuer à héberger des parasites sensibles. Le but, c'est que dans un élevage donné, la proportion de vers résistants ne devienne pas trop élevée. Parce que s'il n'y a plus que des vers résistants dans un élevage, ce qu'on pourrait imaginer à terme, hein, avec des vermifugations extrêmement fréquentes et répétées, il n'y a plus aucun moyen de traiter les chevaux. Hein, je pense que c'est... Donc le but, j'ai bien conscience que ce sont des messages qui sont totalement différents de tout ce qui était dit avant. Hein, j'en parlais avec Bénédicte Ferry tout à l'heure. Avant, on avait un message qui était assez simple, il faut vermifuger souvent, tout le monde, en même temps. Hein, ben oui, mais maintenant, c'est plus ça, parce que si on fait ça, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça marchait très bien. Si on fait ça aujourd'hui, eh ben, on accélère l'apparition des résistances, et lorsqu'on n'aura plus aucun produit efficace sur les parasites digestifs du cheval, ben là, on aura un vrai problème de mortalité. Voilà. Et de pathologie, hein, de retard de croissance, de coliques, et tout ce qu'on peut avoir avec le parasitisme. Alors, préserver des chevaux refuges, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ne vermifuger que les chevaux qui ont besoin d'être vermifugés. Alors, ça s'adresse aux chevaux adultes d'au moins 2 ans. Et il faut passer par des examens coproscopiques, on va en parler tout à l'heure. Et les chevaux qui excrètent moins de 200 œufs par gramme, adultes, les chevaux adultes, n'ont pas besoin d'être traités. Et ces chevaux-là qui seront moins traités que les autres, parce qu'ils ont une bonne immunité. Chez les adultes, il y a parfois des chevaux qu'il faut identifier qui ont une immunité plus forte et qui résistent aux réinfestations. Eh bien, ces chevaux-là vont être en quelque sorte une source de parasites sensibles, puisque ce sont des parasites qui n'auront pas été soumis à la sélection des traitements. Le dernier point, donc là c'est pour donner des moyens. Alors, éviter les fréquences élevées de traitement. Comment on peut faire ? Eh bien, il faut éviter que les chevaux se recontaminent. Pour éviter que les chevaux se recontaminent, on n'a qu'un seul moyen, c'est l'hygiène. L'hygiène dans les boxes, donc enlever les crottins tous les jours, vider complètement les boxes une fois par semaine, les nettoyer correctement. Oui, mais pour les chevaux en pâture, c'est plus compliqué, parce qu'on n'a que 2 solutions. Soit on a beaucoup de surface. Les haras où il y a un cheval pour 5 hectares, ils n'ont pas de problème de parasitisme. Et où on agit sur l'environnement également en ramassant les crottins. Ça, c'est l'autre façon de faire. Parce que si vous supprimez les crottins, vous supprimez forcément les sources de contamination des chevaux. Pour préserver les chevaux refuges, c'est ce que je vous disais, et également pour limiter les fréquences de traitement, eh ben, on n'a qu'un seul outil, c'est l'examen coproscopique qui consiste à évaluer quelle est la quantité d'œufs présente dans les crottins d'un cheval, ce qui permet d'avoir une idée de l'importance de son infestation. Et donc, à l'aide de la coproscopie, vous allez déterminer les chevaux qui ont une bonne immunité et qui excrètent peu,
et ces chevaux-là seront moins fréquemment vermifugés. Et vous allez identifier des chevaux qui, eux, ont une très mauvaise immunité et sont beaucoup plus infestés que les autres. Et ceux-là, il faudra les suivre et les vermifuger plus souvent. Alors, conclusion, en Basse-Normandie, on a des cyatostomes résistants au benzimidazole qui sont présents depuis très longtemps et qui sont présents dans beaucoup de haras. On a également détecté la présence d'ascaris résistants au lactone macrocyclique, pour l'instant dans quelques élevages, mais il faudra poursuivre les investigations, et également donc, une suspicion de résistance des cyatostomes au pyrantène. Alors, la Basse-Normandie développe des échanges commerciaux intenses avec des zones à risque. Vous avez vu sur les cartes, on a beaucoup de pays d'Europe où il y a beaucoup de résistance. Donc, quand on introduit des chevaux venant de ces zones, on peut introduire des parasites résistants en même temps. Et parallèlement à ces échanges commerciaux, si les pratiques de vermifugation en aveugle sont maintenues, on a un double risque. Donc, c'est l'extension des résistances déjà en place, c'est-à-dire qu'un plus grand nombre d'élevages ou de haras seront affectés, et également le risque de développement de nouvelles résistances. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut une mobilisation de la filière équine pour la mise en place de pratiques de contrôle durables afin de retarder l'apparition de ces résistances. Comme je vous le disais, le but, c'est de retarder l'apparition. Éviter complètement l'installation de résistance, c'est utopique. Voilà, merci.